En cité, c'est un sujet tabou. On parle pas d'amour. Jamais, quoi que ce soit, jamais on peut dire... ou même entre nous, hein, entre gars, entre nous, on parle. Jamais quelqu'un peut venir dire, ouais, je l'aime, franchement, c'est ma meuf. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Hein. On parle pas d'amour en cité. Mais tout est en cachette. Sur le devant de la scène, il n'y a rien. Mais derrière, t'en as des choses à raconter. Hein. T'en as des choses à voir. Mais bon, l'amour, ça a toujours été comme ça en cité. Caché. Vers les années 2000, en fait, je pars au Mali, mon pays d'origine. Je suis encore dans cette phase de transition entre les garçons et les filles. Pour moi, il y a aucune différence, quoi. Et là, à ce moment-là, donc moi, je traîne avec mes cousines, c'est mes sœurs. Pour moi, je suis content. Bah, on se raconte un peu nos vies pour savoir un peu comment c'est. Bon, je maîtrise pas super bien la langue et tout, etc. Donc, il y a des barres de rire qui se tapent par rapport à ça. C'est vraiment une super expérience. Et là, à un moment donné, puis il y a les tantes qui sont là, qui font des petites blagues, qui me disent, bah, elle est belle, hein. Bah ouais, elle est gentille, c'est ma cousine. Elle me dit, bon, bah, ça va être ta femme. Tu vois, et là, tu te dis, ah ouais, c'est marrant, enfin, marrant pour toi, quoi. Enfin, tu pars et tout, et tu continues à faire ta petite vie et tout. Puis le lendemain, on te reparle de ça. Une autre tante qui dit, ah, hein, bon, quand tu seras... Bon, là, t'es encore jeune, dans 3-4 ans, tu reviens, tu vas la chercher, tu reviens. Donc, je vais voir ma mère genre, en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi le truc, le concept, là? Et elle me dit, bon, bah, c'est comme ça, ici, au pays et tout. Bon, s'ils te disent, là, si tu veux pas, tu dis non. Tu dis non directement, faut pas rigoler avec ça parce que, en gros, ils vont en prendre pour réalité. C'est toujours moi qui avais la cote. Je sais pas pourquoi, mais quand on traînait en bande et que des fois on allait dans des booms l'après-midi, dès qu'on arrivait, bah, c'était moi qui... Et le pire, c'est que je parlais pas forcément. C'est que, je sais pas, je ramenais peut-être une aura qui faisait que... Bah, les meufs, elles disaient, ah, t'es mal lui là-bas, putain, ouais, nanana. Alors que les autres, ils venaient en mode... sucette dans la bouche, bave qui tombe, ils s'en foutaient. Donc voilà, comme je dis, une équipe de... Mon équipe de bras cassés. C'est-à-dire en mode Zoulou. C'est vraiment... on vient là pour voir s'il y a des chips, s'il y a des gâteaux, s'il y a moyen de gratter un truc, tu vois. C'était pas dans l'optique de se dire, ah, il va y avoir des meufs ou un truc. C'était vraiment venir, vas-y, c'est l'après-midi, on est entre potes, il y a à manger, il y a à boire, et voilà. Alors que nous, non. Nous, avec mon frère... On était en mode, ah ouais, j'espère qu'il va avoir de la meuf, ouais, est-ce qu'elle sera là? Et puis tu sondais un peu les copines avant que l'après-midi elle commence, avant que la boum elle commence. Et dès que t'arrivais, voilà, tu te mettais au max avec les moyens qu'on avait, parce qu'à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui où tu pouvais aller choisir ta sape en magasin et te poser et tout. C'était vraiment avec ce qu'on avait à la maison, notre meilleure sape. Même si elle est pas terrible, puisque là j'ai revu des photos, tu m'aurais vu avant, donc une petite paire de bateaux, même si elle était trouée, y a rien, on va cacher le truc, il y a pas de problème, mais il faut qu'on soit au max. À ce moment-là, quand je rentre du Mali, je vais pas plus m'intéresser aux filles, mais je vais avoir une vision différente. Je vais avoir une vision différente parce que moi, dans ma vision, là, je me dis réellement, ah ouais, d'accord. Là, je me dis, je commence à me projeter et à me dire qu'il y a cette possibilité-là et il y a ce devoir, quelque part, de se marier, d'avoir des enfants, etc., etc. Alors que moi, je t'avoue, c'était Dragon Ball Z, Olivier Tom. Hein. Parce que voilà, on était tous dans une matrix où on se disait pas de meuf, rien, en mode cité. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi je vais faire comme les autres? Moi, je kiffe les meufs. Donc c'est peut-être ça qui a fait la diff et après, voilà, on s'est dit... Voilà, son intérêt, c'est les meufs, j'ai kiffé. Très jeune. Hein. Eux, ça faisait un moment qu'ils parlaient des filles, etc., etc. Donc après, à un moment donné, tu rentres chez toi et tu dis, bon, je crois que c'est le moment, faut que je me lance. Le premier rapport à l'amour, c'était ultra compliqué parce que, bah, on fait comment? On dit quoi? Est-ce qu'on peut rigoler avec lui comme je peux rigoler avec mes frères? Est-ce que c'était quand même assez difficile parce qu'on se disait, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce qu'il faut s'approcher? Pas trop?
voilà, jusqu'où on va, c'est quoi la limite, comment faut parler. Enfin voilà, c'est des questions qu'on se posait, quoi. Ma sœur est venue me parler, elle m'a dit «Oh, il y a une copine à moi, elle te trouve trop mignonne». Et comme par hasard, c'est elle que je kiffais. Je me suis dit «Ah ouais» et tout. Et puis, j'avais honte, hein. Au début, je regardais très timide, pas sûr de moi. Et elle est venue vers moi, on a commencé à parler, donc moi j'ai kiffé. Et le premier jour, pas de bisous, rien. Je suis rentré chez moi et tout, il y avait ma sœur, tout, paf. Elle me dit alors et tout, ça s'est passé comment? Bah, je dis on s'est retrouvés tous les deux, mais il n'y a rien eu. Et le lendemain, bah, en fait, il y a ma sœur qui m'a pris par la main et qui m'a dit allez hop. Et je suis parti et bah, je l'ai embrassé avec la langue. Et après, ce jour-là, je suis revenu et j'ai dit, beurre, dégueulasse. Je me rappellerai toujours ça. C'était vraiment une expérience. Je me suis dit, ah non, c'est pas terrible. Premier petit copain, un Français, Nicolas de son prénom. Donc on s'est rencontrés au collège, donc échange de petits mots, etc. C'est lui qui est venu vers moi, bien évidemment. Non, je plaisante. Ou pas. Et donc, voilà, on a commencé à se donner des rendez-vous. Alors, on se voyait à la bibliothèque, on va lire des livres. C'est un coin où je venais squatter avec des copines, des copains, après l'école. Puis c'est un coin un petit peu isolé, donc tout le monde ne vient pas forcément ici. Chaque personne après a son petit coin ou son petit lieu. Et nous, on se retrouvait sur ces marches-là, en train soit de discuter. Si on avait un flirt, ça nous arrivait d'être là. Donc on était au calme, on discutait, voilà, on rigolait de tout et de rien. Et puis après, le premier bisou, c'était bizarre. C'est bizarre de toucher quelqu'un comme ça, avec cette partie-là de ton corps. C'était étrange, ouais, c'était étrange. C'était intense. Là, j'ai ressenti le truc qui... C'était plus qu'un baiser, c'était ses mains qui traversaient le long de ma nuque, c'était un tout, quoi. C'était chaud, froid, électrique, c'était un tout, en fait. C'était vraiment une explosion, en fait. C'était comme une symphonie dans mon corps. C'était absolument fabuleux. J'ai des potes qui sont bien plus loin dans la relation avec la fille. Puis moi, je suis en mode bébé et tout. T'es là, tu commences à bouger un peu dans tous les sens et tout, etc. Et tu fais ton premier bisou. Et là, après, tes potes, ils sont derrière. Ils sont tous derrière. Et au moment où tu te retournes, tu vois qu'ils sont derrière le mur. Wow, il a fait un bisou, tout ça. Donc voilà, c'est bien marrant et tout. Et tu sais, toi, arrête, poussez-vous. Mais en fait, t'es trop content qu'ils aient vu. Vous avez vu, les gars, hein, je suis pas un mytho. Hein. Je suis parti voir mes gars, j'ai dit, ouais, ça y est, je l'ai embrassé, c'est ma meuf. Et puis à l'époque, on parlait, c'est ma femme, ça y est, c'est. En étant fiers, en se disant, voilà, c'est ma femme, tu vois. Et eux, ils l'ont pas pris sur ce ton-là. Comme ils l'avaient pas fait et qu'ils étaient en retrait. Mais non, t'es un clochard et tout. Mais non, tu vas voir, elle va te bolosser. Tu vas devoir te balader. En plus, t'es en train de te pavaner avec elle partout. T'as pas honte, t'es un bonhomme, t'es une Kaira, tu peux pas. Voilà, c'était la mentalité de vraiment citer. Voilà, c'était vraiment citer ces gars, Kaira et entre nous. Pour moi, j'étais le boss. Par rapport à eux, j'ai dit, moi, j'ai ma meuf. Vous êtes entre vous, c'est vous les clochards. En 5e, ça commençait les amourettes, moi non. Parce que je trouvais aucune fille attirante ou aucune fille à mon goût, je regardais plus les garçons. Je me posais beaucoup de questions, en fait. C'était vraiment la 5e, c'était l'année où la 5e et ma première 4e, c'est là où je me suis posé le plus de questions. Pourquoi moi? Pourquoi je regarde des garçons? Je suis pas normal. Je savais pas encore ce que ça voulait dire trop homosexuel. J'étais encore un peu jeune, je pense. Mais je me posais beaucoup de questions que je pense que d'autres garçons ne se posaient pas. Et le problème, c'est que je me les suis posées tout seul. C'était lors d'un cours d'art plastique. En fait, on avait un projet à rendre et puis j'explique mon dessin. J'avais fait 10 pièces par rapport au respect. Il y avait le drapeau LGBT, il y avait les gamètes mâle-mâle, femelle-femelle, il y avait un transgenre et compagnie, en fait. Et donc voilà, quoi. En fait, on m'avait demandé pourquoi j'avais choisi ce sujet. J'ai dit parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et un sujet
auquel je m'intéressais beaucoup. Je pense que c'est vraiment là où j'ai vraiment fait mon coming out. Ça s'est un peu fait comme une traînée de poudre en fait. Au bout d'1 heure et demie, tout le collège le savait qu'il y avait un homo dans le collège. J'étais devenu phénomène de foire pour certaines personnes. Donc par sécurité, en fait, j'ai pris la décision de changer un peu de chemin, de chemin pour aller en cours, même si ça me faisait 10 minutes ou 20 minutes en plus le matin ou le soir en revenant, de plus passer par le boulevard de la Liberté parce que c'était un endroit qui me faisait très très peur. Pour ma sécurité personnelle, je prenais des petits accès que personne ne prenait en fait. Et pour rentrer chez moi de manière tranquille et reposée et pas avec une peur ou avec une boule au ventre quand je passais, marcher à la tête baissée. Je voulais plus marcher à tête baissée, je voulais marcher à la tête haute, quitte à prendre des chemins de traverse. Même en cité, malgré toute l'arrogance et tout ce qu'il y a des mecs, il y a des homosexuels, mais qui le cachent. Des fois, j'en croise comme ça, de la cité qui sont un peu tout seuls, ils me parlent, même des fois, il y en a qui me draguent un peu. Mais c'est assez drôle, parce que tu les vois ici, ils font les marioles avec leurs potes. Tu les vois à Lille, dans les boîtes, ils te supplient déjà pour que tu les fasses rentrer, puis une fois dedans, ce serait pas farouche pour 2 ronds, comme je dis. Il y a pas très longtemps, en fait, je prenais le bus à Denain, donc la cité à côté, où ils sont aussi au courant, du coup. Bah, t'as pas changé, t'es pas devenu hétéro. C'est entre-temps, on sait jamais, il m'est arrivé une chose, une météorite qui m'est tombée dessus, je sais pas. Non, je suis pas devenu hétéro, je suis toujours gay, je suis heureux, je le vis bien. Et ça les choque que je dise que je le vis bien, parce que pour eux, je devrais mal le vivre. J'étais dans le bus, au fond, avec mes copines, et ma mère était devant. C'est des bus accordéons, en fait, très très grands, là. Et d'un coup, j'ai un gars de mon quartier, donc que je connaissais, avec lequel j'avais grandi, un voisin, en fait, qui monte dans le bus, qui me salue, qui vient, et qui vient me faire la bise. La bise, j'ai dit, la bise. Ma mère de loin et tout, direct à la vue et tout, zoom sur la situation. Elle est intervenue comme ça et tout, je l'ai vue arriver, c'était le drame. Elle est arrivée et tout, pété son scandale. Elle m'a giflé devant tout le monde. Et voilà, sans mot dire. Mais voilà, ça voulait bien dire, t'as dépassé les limites avec une bise. Mais voilà, c'était sanctionné sur le coup. Devant tout le monde, on s'en fiche. Voilà, c'était pour moi en tous les cas la honte de ma vie. Beaucoup de familles, on n'a pas reçu d'affection, pas de mots doux. Voilà, dans notre éducation, c'était à la dure. Donc, pour retransmettre ça derrière, tu fais comment ? Tu fais comme dans les séries que tu vois à la télé, enfin du moins t'essayes quoi. C'était un petit peu comme ça, donc on reproduisait un petit peu, enfin on essayait de reproduire ce qu'on voyait à la télé, on trouvait ça étrange puisque n'ayant pas reçu ça, comment on fait ? Comment on fait ? Aux parents on n'en parle pas, parce que c'est un manque de respect. Si on parle d'amour, on parle de sexe. Tu parles pas de sexe avec tes parents. On parlait pas du tout d'amour chez moi, non, pas du tout. Du tout, sujet tabou, non, on n'en parlait pas. C'était trop gênant. T'es là, tu parles à ta mère, il y a une scène olé à la télé et tout. Non, toujours il y en avait un qui zappait ou moi-même j'attrapais la télécommande et tout pour vite mettre un terme à cette situation gênante. Donc non, impossible. Puis t'avais le regard de la mère là. Comme ça, change. S'il y avait une scène d'amour à la télé, moi je me souviens que chez moi on n'a jamais changé de chaîne. Enfin, la scène est passée et puis c'était terminé et puis personne s'attardait spécialement dessus. Par contre, j'ai le souvenir que quand il y avait ces scènes-là chez mes amis, soit on changeait la chaîne discrètement, soit tout le monde tournait le regard, mais on laissait pas ça passer comme ça. Il y avait cette différence-là, ouais.
Ouais, à ma mère, moi, j'ai toujours tout raconté. On parlait pas non plus de ça H24, mais il n'y avait pas de sujet tabou au niveau de l'amour. Si j'avais besoin de me confier à ma mère, j'y allais, elle me donnait des conseils et puis basta, quoi. Avouer à sa copine qu'un garçon nous plaît ou des choses comme ça, c'est gênant. Voilà, encore une fois, c'est un sujet qui était tabou, hein, les relations, là, tout ça. On n'en parlait pas, donc on vivait nos trucs entre nous. Ou alors, on en parlait à certaines copines pour qui c'était facile de parler de ces choses-là, qui elles-mêmes dans leur famille parlaient de j'ai un amoureux, etc., avec leurs parents, etc. Donc on parlait de ça avec elles. Mais avec mon cercle d'amis à moi proche, avec le même système, hein, la pudeur, le tabou, etc., non, on n'en parlait pas. Dans ma cité, même les gars avec qui je suis tous les jours, ils parlent jamais au téléphone devant moi. Limite, pour envoyer des textos, ça se cache. Et quand tu lui demandes à qui t'envoies un texto, ouais, j'envoie un texto à Moussa, là, il est derrière, là, il devait venir. Alors qu'il a envoyé un gros message de canard. Bébé, je ne peux pas te parler parce que pour l'instant, il y a du boulot ici. Mes frères, parle sincèrement, pourquoi tu veux? C'est ça qui me rend fou. Alors devant nous, ça va faire allô, ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, vas-y, j'ai pas le temps. Et puis 30 secondes, il va derrière. Oh bébé, pardonne-moi, j'avais vraiment pas fait exprès parce qu'il y avait du monde ou mes parents. Tu vois, c'est vraiment un truc qui... C'est trop, il y a un contraste de fou. Et ce que je me dis, c'est que cette attitude-là, c'est nous-mêmes en fait qui l'avons imposée parce qu'on parle jamais d'amour. Alors que moi, je réponds devant tout le monde, oui, allô, mon bébé d'amour, ça va, ouais. Et moi, j'ai pas d'honte. Aucune honte. Alors nous, entre filles, on se fait même pas la bise. C'est berk, c'est même pas possible quand on se serre la main. C'est quand même grave. Mais bon, c'était comme ça. On se checkait, comme on dit, quoi. On a des gestes affectueux, on sent qu'il y a de l'amour, mais on n'est pas non plus démonstratif au point de se prendre dans les bras toutes les 5 minutes, de se dire je t'aime toutes les 2 minutes. Voilà, il y a de l'amour, ça se sent. Même des gens extérieurs, s'ils viennent chez moi, ils vont sentir qu'il y a de l'amour. Mais on est quand même assez réservé. Je crois que j'ai dû toucher ma mère peut-être 3 fois dans ma vie, et encore, voilà, dans des circonstances un peu dramatiques. Non, ma mère, elle me touche pas, on se dit bonjour, mais on se fait pas la bise, on se touche pas, rien, non. Moi, j'ai jamais vu mon père, quand il rentrait de la maison, salut ma chérie. Non, c'est jamais. Ça, il a jamais appelé ma mère ma chérie ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pas des choses qu'on a pu voir et pourtant elle est là, l'amour. Ça veut dire que mes parents, pour vivre aussi longtemps ensemble, si c'est pas l'amour, c'est quoi, hein? Sinon c'est compliqué. Et donc elle est très présente, mais elle est pas visuelle. Je pense qu'elle est marquée par les actes. En fait, j'ai été hospitalisée 2 fois dans ma vie notamment. Et elle a eu, et je m'en rappellerai, je crois, jusqu'à la fin de ma vie, un geste affectueux. Elle a mis sa main une fois ici. Waouh! Et une autre fois, elle m'a tendu un mouchoir parce que j'étais en train de pleurer. Donc elle m'a tendu un mouchoir et elle m'a fait comme ça. Voilà. Waouh! Ça m'a fait trop bizarre. Moi aujourd'hui, je saurais pas te dire si ma mère elle a la peau douce ou pas ou quoi. Je saurais pas te dire. Mais moi, ça m'a fait bizarre, quoi. Voilà. Je me suis un peu recroquevillée, quoi. Main dans la main, quand même. Là, quand même. Il y a la limite du respectable, hein, parce que là, quand même, main dans la main, quand même, c'est des stories bizarres. Hein. Là, je peux me faire terminer salement par mes négros. Il y a des limites. Je veux bien parler au téléphone, dire ouais, mon bébé, tout ça. Mais main dans la main, je me tire une balle de Kalachnikov dans le tibia. J'adhère beaucoup de choses. J'accepte beaucoup de choses. Main dans la main, quand même. À un certain âge, même Beverly Hills, tout ça, c'est déjà passé. Les Melrose Place, tout ça, on a tous regardé ces bails-là. C'est filmé, ils ont pas honte. Tant mieux pour eux. Mais ils sont pas en cité. Hein. Ah, ils sont pas en cité. Faut pas faire des trucs comme ça. Là, c'est un attentat. Limite, quand tu tiens la main à une meuf en cité, attentat à la pudeur.
J'étais dans une passe où je m'acceptais pas trop en fait, et puis ça a commencé comme ça. J'ai complètement fondu pour ce mec, et puis il a fondu pour moi. Et au bout du 2e rendez-vous, il me dit ah, ça te dirait de me rejoindre dans un bar et tout. Il me présente à ses potes. Je dis voilà mon mec. Voilà. Ok, bon, j'étais pas au courant. C'était l'anniversaire du copain de ma copine. Et j'ai rencontré son frère à cette soirée et tout de suite le courant est passé. On s'est mis ensemble assez rapidement. Et en fait, on a rompu tout aussi rapidement parce que pour lui, sa copine ne doit pas sortir, sa copine ne doit pas traîner, sa copine ne doit pas... Et moi, tout ça, j'aimais pas ça. Donc j'ai préféré arrêter directement parce que ça me faisait trop rappeler ma première histoire d'amour où je me sentais toujours prisonnière avec des barrières, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non, je veux dire, on est tous des êtres humains, c'est pas parce que toi t'es un homme que t'as le droit de faire des choses et que moi je suis une femme, je dois rester là. Non, moi je suis pas dans cette optique-là. Du coup, on a préféré arrêter là. Mais on est toujours resté plus ou moins en contact. Et du coup, et là il y a quelques mois, on va dire, on s'est revus et on s'est remis ensemble. Malgré le fait qu'elle vienne pas de la région, qu'elle soit pas noire, qu'elle soit pas... Enfin, on n'a aucun point en commun de base comme ça, d'apparence, on n'a aucun point en commun. Je savais que l'histoire, elle était vouée à l'échec, mais je voulais pas me l'avouer. Lui le savait aussi. On a continué un bon bout de temps comme ça parce qu'on s'aimait réellement. Mais lui, au bout d'un moment, il a préféré, il a eu la force de me dire, écoute, Julie, voilà, on va droit dans le mur. L'histoire, elle mène à rien. T'es pas, enfin, voilà, je tiens à toi énormément, mais on n'a pas la même optique de vie. Toi, ta vie, c'est sortir, sortir, sortir. Moi, c'est pas ça. Après, je sais que sortir, c'est pas tout. Voilà, tu vas pas faire ça toute ta vie. Mais j'estime que je suis encore jeune, que je suis encore, voilà, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de faire des choses. Et ce qu'il me reproche, je peux rien dire parce que c'est sa conception à lui de la vie. Mais voilà, il a préféré qu'on arrête, on a arrêté. Et après, plus on discute ensemble, plus on travaille ensemble, je vois qu'on a plein de valeurs qui sont très proches, des façons de penser qui sont les mêmes, etc., etc. Et plus on y va, et puis à un moment donné, je me dis non, elle est top, elle, hein. Et là, je me dis bon, faut pas laisser passer là. Donc voilà, j'ai déjà, ouais, je crois que j'ai 23. Je crois que j'ai 23. Là, à ce moment-là, on se dit, bon, on est un grand, là, c'est le moment. Après, toujours dans l'idée, tu te dis, mais elle est pas noire, comment je vais faire? Et il y avait aussi le fait que je sois pas, moi, lui, il était de confession musulmane. Et lui, il se disait, il sait très bien que sa famille n'aurait jamais accepté une blanche et en plus de confession non musulmane. Contrairement à ce que énormément de gens pensent, dans la religion musulmane, il est permis de se marier avec des gens du livre, donc de la religion chrétienne et de la religion juive. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'autorisé. Au jour d'aujourd'hui, on est en bon terme. On s'est au téléphone minimum une fois par semaine. On prend des nouvelles et puis voilà. Mais c'est vrai que dès qu'on se voit, ça nous chamboule un peu tous les deux, étant donné qu'on est vachement attachés l'un à l'autre. Mais donc voilà, ça c'est une histoire aussi qui m'a vachement marquée. J'ai toujours été attirée par les blacks. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi dans ça? Je pense pas, parce que mes sœurs, elles ont été élevées dans le même quartier que moi et elles sont avec des blancs. Donc je sais pas, c'est une attirance physique. Comment l'expliquer? Franchement, je pourrais pas, quoi. Mais j'ai jamais été attirée par un blanc, par un chinois, par un arabe. Non, jamais. Alors les différentes communautés s'entendent bien, tant qu'il n'y a pas de mélange. Mais à partir du moment où les enfants décident d'épouser ou de fréquenter quelqu'un qui est d'une autre communauté, ou de se marier ou autre, là ça commence à déranger un petit peu et à être mal vu. Voilà, la fille de tel qui s'est mise avec un black, je veux dire l'Algérienne qui s'est mise avec un black, ça plaît pas beaucoup, ou inversement. Donc bon, c'est des histoires de quartier, quoi. Et, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont confrontés à ça et qui connaissent, quoi. C'était ma banquière, on a commencé à parler, on a sympathisé. J'ai sorti des armes lourdes
Parce que c'était compliqué. Pour moi, c'était donc un combat très difficile à mener. Parce que je me suis dit, je l'ai pris comme un game. Mais dans le game, des fois, tu sais que même si tu as confiance en toi, de toutes tes forces, mais j'ai dit, je vais mettre à 100%. Alors je me suis fait recalquer au début, fort. J'ai commencé par mail, parce que c'était ma banquière, donc j'ai envoyé des mails. Désolé, c'est professionnel, ce que vous me demandez, c'est pas possible. Alors un jour, j'ai pris rendez-vous et je suis parti sur place. Je suis arrivé en mode vraiment street, cité. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis posé. Et comme j'ai dit, on pose ses coronets sur la table, on parle. Donc j'ai commencé à parler fort. On a parlé, j'ai dit bon, voilà. Moi, tant que j'ai pas mon verre, je quitte pas le bureau. Elle a dit, mais attends, comment ça va? C'est pas possible. Tu connais en plus un Renoir qui vient dans mon bureau, qui me dit ça, mais il est complètement fou. Et on a commencé à parler, j'ai commencé à la faire rire, on a commencé à blaguer, des vannes un peu sur elle. 1h30, je suis resté avec elle dans le bureau, alors qu'elle avait des rendez-vous. Et après, ça a créé un petit truc. J'ai eu mon verre. Et j'ai continué à la faire rire. Délirer, des vannes et tout. Et petit à petit, j'ai vu qu'elle commençait à s'attacher. Puisque j'appelais sans arrêt au téléphone. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'appeler. J'ai dit, vas-y, j'appelle plus, maintenant on va voir. Et j'ai reçu un petit texto. Tu m'appelles pas, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. On connaît ces messages mythos. Dis seulement, tu m'as pas appelé, je suis comme une gueudin. Ça se trouve, elle est en train de s'arracher les vœux chez elle. Elle se dit, ah, il m'a pas appelé et tout. Mais elle voulait pas me le montrer. Mais moi, je savais déjà, je t'ai piqué. Ça y est, c'est fini. Piqûre ancestrale ici, juste là, sur la veine, là. Ça y est, c'est fatal. Pas, tu tombes. Mon premier amour, c'est mon mari, en fait. Donc, je l'ai rencontré là où je bossais le week-end. Et en fait, au début, vu que c'est un Français, je pensais que ça serait juste un petit flirt de 2-3 mois et que ça serait sans suite. On a passé du temps ensemble, on a appris à se connaître. Voilà, et puis de fil en aiguille, ça a commencé à construire quelque chose de solide. On s'est mis ensemble, tout s'est bien passé, et puis voilà. Les parents, ça allait de mon côté. Du côté de sa mère, c'était un peu compliqué, ses frères, tout ça, c'était un peu compliqué. Et voilà, on s'est mis en ménage, on s'est mariés. On a fait un mariage religieux. Ça s'est très bien passé. Et puis, il y a le conflit qui arrive tout le temps. Je suis un Renoir. Je rentrais chez moi calmement. Et ses frères sont arrivés et m'attendaient en bas. Renoir, viens, je vais te parler. Comment ça, Renoir? J'ai un prénom. Et au début, je me suis dit, bon, j'ai monté les courses. Et en fait, en redescendant, en fermant le coffre de la voiture, je repars pour rentrer dans le bâtiment et j'ai vu... il y en a 2 qui se sont mis devant moi. Tu passes pas. Comment ça, je passe pas? Et après, je me suis pris une rafale de patates. Le temps que je commence à démarrer, je commence à en démarrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu peux plus rien faire. Ils m'ont foudroyé. Après, en fait, j'avais la bouche au sol. American History X. Écrasement de bouche, total. Chaos sur place. J'étais dans le noir, total. Personne, rien. Pas de conscience, que dalle. Une boîte noire. Et je me suis réveillé à l'hôpital 4 jours après. Elle n'a pas daigné venir me voir. Même pas un truc où se dire ouais, bon, bah voilà,
c'est des événements qui ont fait que le temps est passé et j'aurais pu avoir la rage contre les rebeux. Me dire, ouais, bon, bah vas-y, ça m'est arrivé ça, ils sont tous comme ça, mais j'ai jamais stigmatisé ou mettre tout le monde dans le même panier. Donc le temps est passé, voilà, ça m'a rendu plus fort, ce qui ne tue pas rend plus fort. Moi, je reste le même, ma ligne de conduite, Trésor. J'ai confiance en moi, ça bouge pas, elle est partie, il y en aura d'autres, des mieux qu'elle. J'ai rencontré des meufs mieux qu'elle, et voilà, je me dis que c'est la vie. Très très tôt, on a vu que ça allait être sérieux entre nous. Très très tôt, je lui dis, est-ce que t'es prête? Attention. Et moi, dans mon idée, je me dis que ça va pas être facile des deux côtés. Parce que je me dis, ça va être difficile aussi avec sa famille, ses parents, etc. etc. Donc, ouais, dès le départ, je me dis que ça va être compliqué. Mais pour autant, je me dis qu'elle en vaut la peine. Mes parents, bon, ils n'avaient pas de gros discours, mais je les entendais dire oui, qu'ils préféreraient que je sois avec un Algérien de tel secteur, ou que mon autre frère se mette avec une Algérienne de tel secteur. Et là, je me disais, oh là, ça passera jamais. Donc j'en parle à ma sœur, pour que ma sœur en parle à ma mère. Et là, rendez-vous avec ma mère. Et donc là, je dis à ma mère, voilà, et tout, j'ai rencontré une fille, elle est bien, et tout, nanani, nanana, etc., etc. Et je finis, parce que d'abord tu dis tous les bons côtés, et après tu vas là où ça va peut-être bloquer. Et tu dis oui, mais c'est pas une malienne. Et là, ta mère qui te regarde et tout, laisse tomber maintenant, c'est le début, laisse tomber maintenant, après tu vas avoir des problèmes. La rupture, donc c'est faite peu de temps après le mariage de mon frère et de ma sœur. Bon, j'avais des petites embrouilles, sans importance, on va dire. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, je vais profiter de ces petites embrouilles, de ces petites galères pour voilà, mettre un terme à l'histoire parce que je pensais que ça passerait pas du tout chez moi. Et puis en plus, j'étais plus jeune, donc je me dis, c'est facile d'oublier, on peut rencontrer plus facilement quelqu'un. Et puis, et les rencontres que je me fixais, ce serait voilà, un maghrébin comme moi pour éviter les complications. Alors, je rencontre un mec d'origine algérienne aussi comme moi et ça se passe pas super avec lui et je me dis c'est pas parce que voilà il est de mes origines ou quoi que forcément ça sera mieux quoi. Bon. Donc du coup il y a eu rupture et puis voilà quoi, je me suis pas attardée et après petit à petit j'ai revu Mathieu et c'est là qu'on a commencé quand même pas mal de temps après, mais qu'on a commencé à renouer des liens et à se remettre ensemble. À chaque fois que je commence à m'attacher, c'est je suis dans la merde. J'appelle une copine, oui, je suis dans la merde. Ah, puis l'autre derrière. Ah, ça veut tout dire. Elle sait que je suis dans la merde. C'est grave, oui, parce que t'es là, t'es vulnérable. Ouais, c'est être faible que d'être amoureux parce que t'es à la merci de quelqu'un. C'est risqué, encore une fois, voilà. Si ça fonctionne bien, tu vis ta vie, t'es heureux, mais toujours un peu sur tes gardes quand même sur tes gardes. Et si ça se passe mal, voilà, comment je vais m'en sortir, bravo, fallait pas commencer. Je suis encore plus dans la merde, mais là, la vraie, quoi. C'était à table, on avait une discussion parce que je sais plus, il y avait un truc à la télé sur je crois que c'était sur la Gay Pride en fait. Et mon père disait un truc, je fais en fait, je suis gay. J'aurais préféré que tu sois zoophile que gay quoi. J'ai un peu mal pris, on s'est un peu pris le bourrichon, ça n'a pas été jusqu'à ce qu'on se tape dessus. Presque, mais bon, ça allait. Et je suis parti de moi-même. Et puis en fait, 2 semaines après, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit rentre, faut qu'on parle. Il m'a dit c'est pas grave, ça te passera, mais on n'en parle pas. Je pense que ça a été dit, je pense que c'était clair comme ça. Fallait pas qu'on en parle. Mais ils le savent, au fond d'eux. On a Douchénine, c'est une petite ville, tout se sait assez rapidement. Si
si je l'ai dit à mes parents, c'est que je l'ai dit à quelqu'un d'autre avant. Et donc, c'est que les gens le savent. Et c'est avoir un fils gay, c'est comme avoir... c'est comme chez nous, avoir une fille pas vierge, quoi. Une fille qu'on va donner en mariage pas vierge. C'est la chouma, c'est la honte. C'est pas bien, faut pas en parler. 1 an et demi, 2 ans plus tard, qu'on se soit remis ensemble. Mais je me suis dit, bon, il serait quand même... Le temps passe et il serait quand même temps que je commence à essayer de construire quelque chose, quoi. Donc, à essayer d'avancer et de voir si mes parents pourraient l'accepter ou quoi. Donc, j'en avais parlé à ma sœur, puisqu'elle savait que j'étais avec lui. Et ma sœur, elle me dit, mais écoute, Farah, te prends pas la tête. Tu vas en parler, on va en parler à Momo. Et puis, lui... elle me dit, écoute, il est cool, hein. Je lui dis, ouais, mais moi, j'ai quand même peur. J'ai mon grand frère qui m'impressionne quand même, quoi. Donc, j'avais quand même un peu peur de ce qu'il pouvait me dire ou quoi. Donc, elle s'est chargée de faire les choses pour moi. Donc, alors, lui a dit que, voilà, il se préoccupait pas et qu'il était content pour moi tant que j'étais heureuse et que il en parlerait, lui, à papa. En discutant avec un de mes oncles, qui lui m'explique que de toute façon normalement ça se passe pas comme ça. On va voir les oncles elles, vont parler au père, même quand c'est pour une malienne du village et tout, etc. Ah, je dis ah ok et tout, non. Donc je vais voir cet oncle, je dis bah c'est bon alors va parler. Et là mon oncle il me dit oui mais là non, là c'est pas possible, là je peux pas aller parler. Enfin déjà d'une t'as tué le Joker et de deux elle est blanche. Ah bon ah. Mon père était quand même un peu étonné parce qu'il pensait que c'était le mec de ma copine. Et ça, c'était assez rigolo. Donc, il a attendu que ma mère arrive pour lui annoncer le truc. Comme quoi, Mathieu va venir à la maison demander la main à Farah. Ma mère, au bout d'un moment, est convaincue. Mes sœurs aussi. Donc voilà. Au bout d'un moment, je reste longtemps parce que je retarde cette échéance pour aller voir... Le papa, hein, c'est un peu le boss dans Street Fighter, c'est à la fin, quoi, tu vas le voir. Hein. Et mon père est assis dans le salon, comme je pense 60 ou 90% des papas africains, il a sa place dans le salon. Donc il est dans le salon, je viens. Ma mère est curieuse de savoir ce qui se passe, donc elle fait des allers-retours, mais sans vraiment rentrer et rester avec nous. Donc j'y vais à un moment où il est tout seul. Bon, j'essaie d'esquiver le moment où il regarde au RTM parce que c'est le moment phare. Donc j'essaie d'y aller au bon moment. Et t'arrives, puis après au bout d'un moment tu vas au feeling quoi. C'est à ce moment-là je lui dis, je lui explique que voilà j'ai un certain âge, papa voilà j'aimerais bien me marier, papa j'aimerais bien vivre avec quelqu'un et j'ai rencontré quelqu'un, etc. Puis mon père d'une normale, non. Il me dit, il est mieux pour toi, mon fils, que tu prennes une femme du pays. Pays, c'est quoi? De son pays ou du mien? Ouais, là, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que mon père n'a pas raison? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher une semblable? Est-ce qu'il ne faut pas l'écouter? Donc j'en discute avec un imam, etc. Et au bout d'un moment, on a même essayé de tenter des approches pour en discuter avec mon père et tout. Puis après, au bout d'un moment, on pose la date un jour et puis on fait le mariage. Et après, 2-3 semaines après, mon père apprend que je me suis marié. Et donc Mathieu a fini par parler avec mon père, demander ma main et tout.
Et mon père, voilà, je pensais qu'il... J'imaginais pas qu'il serait en fait plus cool que ça, quoi. Je pensais que ça serait plus difficile et tout. Et en fait, bon, bah, il a accepté. Et donc moi, j'étais un petit peu cachée dans l'appart, là, chez mes parents, un peu inquiète. Et donc quand il est mon père qui m'appelle et qui me dit, Farah, viens voir. Alors je dis, bon, oui papa, j'arrive. Donc je viens et tout. Tu es sûr de ce que tu veux, tout ça t'es sûr que tu veux te marier avec lui? Oui, oui papa. Et ben écoute, il me dit ok. Après, il y a les parents qui, eux, ont vécu entre eux, au bled, en Algérie, ou je sais pas où ils ont vécu entre eux. Donc, on peut comprendre leur mentalité que quand ils arrivent quelque part et qu'on essaye de les mélanger, ils sont pas habitués. Mais nous, quelle excuse on a? On n'a pas d'excuse. On a grandi ensemble. Pourquoi se fait passer d'une personne qu'on pense être la personne de notre vie, qu'on pense que cette personne peut nous apporter, ou qu'on peut s'apporter mutuellement, parce que nos parents ne sont pas forcément d'accord? J'ai un énorme respect pour mes parents, énorme respect. Hein. Je mets vraiment un énorme respect, quoi qu'il arrive, même au jour d'aujourd'hui. Hein. Mon père peut me dire tout et n'importe quoi, je serai toujours avec lui, toujours pour lui, toujours. Mais je pense que mon père là-dessus ne voit pas les choses de la même manière parce qu'il n'a pas vécu à cet endroit. S'il était né ici, mon père aurait compris. Mais il n'a pas cette perception-là des choses. Et je pense que c'est quelque chose qui lui manque. Et je pense que seule notre expérience, à nous, pourra lui permettre de lui-même se dire « Ah, peut-être que j'ai eu tort ». J'ai commencé à reproduire ce que ma mère a fait en termes d'éducation, donc très froide, etc. Bon, c'est un petit bébé, donc tu lui fais des bisous, machin, tu te dis dans ta tête, tu te dis bon, c'est un bébé, elle s'en rappellera pas, j'ai fait plein de bisous et tout ça. Mais une fois qu'elle va comprendre, je vais arrêter les bisous et tout. Ouais, j'étais dans ce mode-là en fait. Hein. Mais ça avance parce que je vois beaucoup de gens qui ont fait le forcing et au bout d'un moment, les parents ont accepté. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants, je vois les parents de mes potes marcher avec des enfants métis. Et pour moi, c'est très très beau. Tu vois des parents marcher avec leur belle-fille. Mais c'est ça la force. Pour moi, c'est ça la force. Et ça, pour moi, c'est une génération choc, mais c'est une génération qui va être super bénéfique. Alors mon premier, ma chérie, il était un peu comme mon premier nem là. C'était, franchement, c'était, oh, c'est chelou et tout. Ça fait bizarre de dire ça et tout. Puis finalement, tu y prends goût parce que tu vois que derrière ton enfant, quand tu lui donnes de l'affection, il est heureux, tu le vois souriant, etc. Donc tu te dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Un jour, ma mère m'a dit quelque chose de très fort. Elle m'a dit, tu sais, mon fils, je sais même pas si moi, si je t'avais choisi une femme, j'aurais pu te ramener une femme aussi bien que la femme que tu as aujourd'hui. Celle-là, je pourrais dire que c'est mon histoire à vie. Une fille super simple, typée un peu italienne. Voilà, un vrai paquet. Et en fait, on a parlé ensemble pendant la soirée et tout. Et voilà, comme j'étais en moto, j'ai fait un tour de bécane, elle a kiffé et tout. Et en fait, tout s'est passé très rapidement aussi. Mais c'est vraiment cette meuf, j'ai senti que il y avait quelque chose. Et là, j'ai fait des trucs que j'ai jamais fait auparavant. Je lui ai ramené des nounours en cœur, au travail. J'ai été lui acheter des fleurs que je lui ai données au travail devant tout le monde.
elle m'a vraiment marqué. C'est-à-dire qu'elle avait ce truc qui a allumé quelque chose en moi qui n'existait pas. J'avais tout pour être heureux, tout. Elle m'a vraiment tout donné. J'ai déconné. Il y a mes racines de player, de toutes ces conneries-là. De toujours vouloir plaire, de toujours vouloir être au max, qui sont remontées à la surface et au mauvais moment. Parce que c'était une période où elle m'aimait plus que tout. Et moi, j'avais besoin de renouveau, de vouloir encore plaire à d'autres, de montrer que j'étais toujours là. Avec du recul, aujourd'hui, je le dis, j'ai pas assumé le fait de pouvoir aimer, en fait. Pour moi, aimer, c'était inconcevable. Dans le sens où je pouvais pas me casser la gueule, en fait. J'avais peur de me dire, j'aime quelqu'un, et de me retrouver dans la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes qui ont des chagrins d'amour. Ah non, c'est hors de question. Un soir, j'étais avec elle et elle m'a regardé. Je me rappellerai toujours ce jour-là. Et je sais qu'elle attendait ce soir-là. C'est venu naturellement. Ça se dit pas. Aujourd'hui, il y a plein de filles auxquelles je peux dire j'ai dit je t'aime et que tu le penses pas. Mais elle, ça a été vraiment au fond du cœur, c'était vraiment pensé, ça a été vraiment un moment fort et c'était un soir et je pense qu'elle attendait vraiment ce moment-là, quoi. Elle attendait vraiment et c'est sorti naturellement. Je t'aime, Nathalie. Et c'est maintenant, avec le temps, que je me dis que j'ai un goût d'inachevé. Mais je n'ai pas de regrets. Parce que sinon, comme j'ai dit, je regrette tout ce que je suis. Et je peux pas regretter ça. On n'est pas différent des autres. C'est qu'il y a certaines personnes qui se mettent des barrières en jouant les thugs, en disant ah, moi je m'en fous, nanani, nanana. Mais tout le monde a un cœur et tout le monde peut aimer. Et les mecs de cité, pareil, comme les meufs de cité, pareil. Essayer de faire entendre, voilà, à certaines personnes, aux mamans, aux grands frères, aux mecs du quartier, aux compagnons, aux petites sœurs, à tout le monde à peu près, hein, voilà, comment on pourrait améliorer les choses et laissez pas traîner trop longtemps, ou à la limite, même si pareil, vous savez pas si ça pourra marcher ou pas, ça sert à rien de trop à faire attendre les choses. T'inquiète pas, ça va aller et c'est comme un orage, après l'orage, il y aura toujours le soleil. Elle te plaît, tu lui plais. Elle représente ce que tu t'attends d'une femme, elle représente ce que tu attends d'un homme, d'un mari, d'un père, etc., etc. Alors vas-y, fonce.